au moins, on a été servi. Hein. On sait qu'on dit de l'économie que c'est de dismal science, la science lugubre. Voilà, on a été à la hauteur des espérances, là. Hein. Donc, c'est du tout bon. Alors, quelques commentaires. Quelques commentaires en ce début de matinée qui donnent penser qu'on aurait mieux fait de rester sous la couette. En fait, première chose, première manière de se motiver ce matin, c'est de se dire que si ça va mal, c'est pas parce qu'on fait des bêtises maintenant, c'est parce qu'on a fait des bêtises hier et qu'on en paye le prix aujourd'hui. On en est conscient aujourd'hui. Mais c'est un double progrès. On fait vraisemblablement moins de bêtises aujourd'hui qu'hier et on est davantage conscient aujourd'hui qu'hier, nous allons dans la bonne direction. Il faut, voilà, c'est un exercice mental pas évident de se réchauffer ainsi l'esprit. Oh, il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières de voir les choses positivement. Chaque jour, l'expression n'est pas très élégante, mais le stock culturel de la planète augmente. Chaque jour, il y a de nouveaux livres qui sont écrits, de nouvelles pièces de théâtre qui sont écrites, de nouveaux films qui sont filmés. Et ce n'est pas parce qu'il y a de nouveaux films que les anciens films disparaissent. Oui, il faut se soucier de leur conservation. Mais non, le stock de biens culturels augmente, c'est absolument formidable. La pauvreté absolue recule. À bien des égards, nous sommes en avance sur les fameux objectifs du millénaire. L'espérance de vie, ça reste quand même un indicateur plus intelligent s'il n'en fallait en retenir qu'un seul, et l'erreur c'est de vouloir n'en retenir qu'un seul, mais ça reste quand même plus intelligent, c'est-à-dire moins bête que le PIB, l'espérance de vie planétaire continue d'augmenter, et notamment l'espérance de vie en bonne santé. Donc il y a du bon, il y a du bon. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a toute une série de facteurs de risque qui n'était pas absent hier. Et ça, je crois que c'est tout à fait important de bien le souligner. Il ne faut pas penser qu'il y a eu un âge doré. Vous savez, il y a eu une époque où avoir mal aux dents, c'était avoir très mal aux dents. Il n'y a pas si longtemps, et nos cimetières en témoignent encore, on a eu la grippe espagnole. Je ne parle pas des guerres mondiales qui sont elles aussi visibles dans nos cimetières. Et même dans les années 60, on avait des peurs, on avait des problèmes. Le climat de guerre froide était là et suscitait des inquiétudes. Et même dans les années 80 encore. Donc oui, il y a des difficultés aujourd'hui, il y en avait hier. Dans celle d'aujourd'hui, il y a très certainement cette croissance économique molle qui ont fait que certains ont sorti le spectre de la stagnation séculaire. La vive croissance de ces 2 derniers siècles, c'est une sorte de parenthèse historique, d'accident de l'histoire. En 1800, on ne vivait pas mieux par habitant qu'on ne vivait 1000 ans plus tôt. Et donc, cette stagnation que nous avons longtemps connue, ou quasi-stagnation, eh bien, nous devrions la revivre. Je ne souscris pas à cette thèse-là, même si j'abonde dans ce qui a été dit par les 2 premiers intervenants sur le potentiel de croissance de nos économies. De toute façon, ce qui compte, et là vous êtes évidemment convaincus, c'est la croissance durable, et derrière la croissance durable, c'est la qualité de vie. Et les chiffres qui ont été les nôtres ces 50 ou 60 dernières années sont à cet égard peu enthousiasmants. En termes de progrès, de bonheur, de qualité de vie, on ne peut pas dire que l'on ait derrière nous un historique qui nous ferait avoir tellement de regrets. Il y a cette croissance, il y a cette inflation qui est absente, il y a des choses plus préoccupantes encore que cela. Il y a nos facteurs de risque, notre exposition aux dangers sanitaires. Pensons à Ebola, pensons à un moustique qui peut, pensons à la résistance aux antibiotiques qui se développe à la force d'un usage immodéré et inconsidéré de nos antibiotiques actuels, des soucis en comparaison desquels la crise financière apparaîtra comme du pipi de chat. Il y a notre dépendance informatique, qui est communément accepté, mais imaginez un quart d'instant que vous soyez chez vous et que le Wi-Fi tombe en panne, que devenez-vous?
C'est du sérieux, ça. Donc, la cohésion sociale. Là, on est dans un vrai souci. Nous avons des véritables problèmes de cohésion sociale chez nous, et ça se marque bien entendu dans le creusement des inégalités, mais au-delà de ce creusement des inégalités qui est profondément problématique, mais qui est aujourd'hui à ce point problématique que l'on en perçoit la dimension non plus seulement de justice sociale, mais aussi d'efficacité. Aujourd'hui, nous sommes conscients que ce creusement des inégalités pénalise même ceux qui ont beaucoup. Donc, a priori, on réunit les conditions pour un changement. En fait, nous sommes confrontés à des problèmes de dette. Or, la dette exige de la croissance et de l'inflation. Sans croissance et sans inflation, nous ne saurons pas faire face à nos problèmes de dette. Et donc, il faudra soit que nous ayons de la croissance nominale, soit que nous restructurions nos dettes. Cela va être une fameuse partie de plaisir. Nous avons les questions de migration et nous avons bien entendu les questions environnementales qui sont majeures, elles aussi, et qui, à côté de ces questions de santé, font une fois encore paraître nos problèmes économico-économiques comme relativement légers. Ce qui me frappe, moi, c'est ce qu'on pourrait appeler la mondialisation des interdépendances. Mondialisation des interdépendances, nous sommes interdépendants. Daesh, Ebola, subprime, Tchernobyl sont tous des trucs qui ne sont pas a priori nés chez nous, mais dont nous avons à nous préoccuper activement, aujourd'hui et demain. Mondialisation des interdépendances. Face à cela, nous pourrions nous dire, non, replions-nous chacun sur notre île. Je crois qu'il n'est pas besoin ce matin de vous convaincre que ce n'est pas la bonne piste, qu'il faut au contraire chercher à assumer ces interdépendances qui ont pris aujourd'hui une dimension planétaire. Les assumer, les gérer. Et ça nous amène bien entendu à la question de la gouvernance mondiale. Et qui dit gouvernance mondiale dit réflexion sur l'Europe. L'Europe qui aurait pu être ce formidable embryon de gouvernance mondiale souhaité depuis belle lurette et qui n'en finit pas de ne pas progresser. L'Europe. L'Europe aujourd'hui, c'est une somme d'échecs. Je n'aime pas parler comme ça, mais c'est une somme d'échecs. C'est une somme de déceptions. Je suis l'amoureux transi, je suis l'homme déçu. Alors il y a bien sûr ce référendum hollandais sur l'Ukraine, il y a cette possibilité d'un Brexit, il y a la situation de la Grèce, il y a notre égoïsme face aux demandeurs d'asile, et parlons de demande d'asile avant de parler de migrants. Il y a ces multiples formes de pression des lobbies, glyphosate en tête, les voitures. Quand vous imaginez que nous venons de nous mettre d'accord sur des normes moins exigeantes que celles que nous nous étions fixées en 2007 en matière d'émissions polluantes des voitures. Alors on dit oui, c'est constater le réel, c'est faire preuve de pragmatisme. Le pragmatisme, c'est souvent être désolant, et s'agissant de voitures, c'est certainement le cas. Ce qui est extrêmement désolant aussi, c'est la montée des nationalismes, c'est ce qui se passe en Hongrie, c'est ce qui se passe en Pologne, c'est ce qui se passe en Autriche, avec ce que ça veut dire pour la cohésion européenne, ce que ça veut dire aussi pour les droits de l'homme, pour les minorités, pour la presse, etc. Donc oui, des sujets de préoccupation en Europe, nous en avons beaucoup. Nous en avons beaucoup alors que l'Europe aurait pu être une formidable source d'idéal. L'Europe aurait pu être le champion des droits de l'homme, l'Europe aurait pu être le champion de la lutte contre le réchauffement climatique et les dérèglements en tout genre, l'Europe aurait pu être le champion de la démocratie, on dit que c'est chez nous qu'elle est née. Mais quand on voit comment fonctionnent nos institutions, c'est certainement moins mal que dans la plupart des autres pays de la planète, mais ce n'est quand même pas source d'un enthousiasme particulier. L'échec, il est donc par rapport à cet idéal. L'échec, il est aussi sur le core business que l'Europe s'est choisi pour de bonnes ou de mauvaises raisons au sortir de la Seconde Guerre, qu'est le business économique. On ne peut pas dire, et avec Christian, nous l'avons vu, que les performances économiques européennes soient en quoi que ce soit enthousiasmantes. L'Europe ne connaît pas plus de croissance, l'Europe n'a pas des dettes publiques moins fortes, l'Europe n'a pas une inflation un tant soit peu plus soutenue, l'Europe n'est pas un champion en matière d'innovation et de recherche et de développement, l'Europe a son modèle social, et Geert a bien fait d'en reparler, mais n'oublions pas qu'ici, nous sommes à Bruxelles, et qu'à Bruxelles, 4 enfants sur 10 grandissent dans des familles pauvres. Nous ne pouvons pas prétendre un quart d'instant que notre sécurité sociale fonctionne,
quand 4 enfants sur 10 grandissent dans la pauvreté dans la capitale de l'Europe. Ce n'est tout simplement pas audible. On ne peut pas dire, on ne peut pas se contenter de cette situation qui est la nôtre. Et même si je me concentre sur le core business du core business, c'est même pas l'économie au sens large. Là où on a été des champions, c'est sur le monétaro-financier, c'est l'euro. Mais non, l'euro à cette heure-ci, si nous devions arrêter les compteurs à fin mai 2016, le constat devrait être celui de l'échec. Nous aurions vraisemblablement été dans une meilleure posture aujourd'hui si nous n'avions pas fait l'euro dans les années 90. Ce qui ne veut pas dire que l'euro était une mauvaise idée, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tous souhaiter le démantèlement de l'euro, il y a des asymétries, mais sachons voir que sur ce qu'on a pensé être vraiment, allez, là on va être bon, eh ben non, là on a été mauvais, pour des raisons pour lesquelles malheureusement le temps manque pour développer le propos. Derrière cela, il y a un vrai problème de logiciel. Regardons nos réflexions, nous d'économistes, balayons devant notre porte. On ne peut pas dire, on a vanté les mérites de l'austérité, on a même osé penser que l'austérité allait être expansionniste. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on observe ? On a pensé que l'indépendance de la Banque centrale, c'était génial. Est-ce que c'est si vrai que cela ? Nous avons pensé qu'avec de bonnes règles, nous allions avoir une bonne gouvernance. Et nous avons conçu des règles dont un président de la commission s'était lui-même permis de dire qu'elles étaient stupides, et nous en voyons le résultat aujourd'hui. Le constat doit donc être sévère. Et nous nous sommes même permis, dans beaucoup de domaines, d'être plus catholiques que le pape. Nous avons davantage dérégulé certains secteurs que les États-Unis ne l'avaient fait, notamment dans le secteur financier, où on s'était retrouvé à la veille de la crise de 2008, avec des ratios de levier qui étaient le double chez nous de ce qu'ils étaient aux États-Unis. Et si je suis le plus souvent d'accord avec ce que Christian vient de dire, je ne souscrirai pas aux propos de Jean-Claude Juncker. Et pour plusieurs raisons. D'abord, pour une question de principe. On se déshonore en disant cela. On ne peut pas être avec le moindre début de once de responsabilité et dire qu'on ne fait pas ce que l'on sait devoir faire. Nous ne pouvons pas entendre un tel propos. Ce propos est moralement éminemment condamnable à mes yeux. Mais peut-être, merci, mais peut-être n'êtes-vous même pas ici à vouloir juger sur le plan moral. Regardons la réalité. Sommes-nous si sûrs que cela de savoir ce que nous avons à faire pour éviter les problèmes ? Je ne le pense pas. La pensée économique dominante a montré de nombreux points de faiblesse, pour ne pas dire pire. Regardez ce que le Fonds monétaire écrit aujourd'hui et ce qu'il écrivait il y a 10 ans. Et sachons saluer celui qui change d'avis, qui reconnaît ses erreurs. Que Paul de Grau aujourd'hui dise autre chose que ce qu'il disait il y a 20 ans, c'est formidable. C'est comme ça que nous progressons. Il n'y a pas que les économistes à devoir changer d'avis. Vous savez, il y a 50 ans, on nous disait que de manger de la viande, c'était bon pour la santé. On nous disait que boire du lait, c'était bon pour la santé. On nous a même dit, il n'y a pas si longtemps, que boire du vin, c'était bon pour la santé. Et aujourd'hui, on sait que la viande, c'est mauvais, que le lait, il vaut mieux pas trop en prendre, et que la meilleure consommation de vin, c'est 0. On ne se prononce pas sur la bière, parce que nous sommes quand même ici en Belgique. J'en termine. Parce que, bien sûr, il y a moyen de faire. Il y a moyen de faire mieux ou moins mal. On peut mettre en avant tel ou tel programme de réforme et Geert et Christian les ont évoqués. Je pense que d'un point de vue plus abstrait, il faudrait, dans cette stratégie que nous devrions mettre au point, d'abord de la modestie. De la modestie par rapport aux erreurs que nous avons pu commettre. Reconnaître ces erreurs me semble être la première étape pour que les choses aillent mieux. Il nous faut de la modestie. Il ne faut pas que des déclarations de principe, il nous faut du concret. Il faudrait que l'Europe signifie quelque chose de positif et de concret pour les citoyens. En matière de pollution automobile, en matière d'alimentation pour nourrissons, où nous nous permettons d'avoir 3 fois la teneur maximale autorisée en sucre par rapport aux normes de l'OMS. Et ceci se passe dans un pays, dans une région qui prétend être un modèle
pour la citoyenneté. C'est la réalité. Heureusement, il y a eu un Parlement européen pour arrêter cette idée de la Commission, mais que ça ait pu arriver jusqu'au niveau du Parlement dépasse l'entendement, cette mesure relative au sucre dans les aliments pour nourrissons. Mais je m'égare, non, je ne m'égare pas. Ce qu'il nous faut faire, c'est aussi avoir la capacité de faire du désarmement unilatéral. Quand je vois que notre pays, ici, la Belgique, s'adresse à l'Europe pour contester une mesure européenne, celle relative aux excess ruling, enfin les excess profit ruling, donc un dispositif fiscal qui est de la flibuste fiscale internationale, il faut oser regarder les choses en face. Et quand nous nous battons pour faire du moins-disant fiscal par rapport à nos partenaires européens, il faut avoir honte. Cela commence aussi à notre porte, l'esprit européen. Il faut faire la pédagogie des interdépendances. Il faut développer la résilience de notre système, et notamment en termes d'absorbeurs macroéconomiques, de stabilisation conjoncturelle, de solidarité, de mutualisation. Il nous faut changer la pensée économique à bien des égards. Il ne faut pas bazarder les manuels, les Mankiw, les Stiglitz, tout ça, continuons à les enseigner. Ils ont raison, mais sachons faire l'aggiornamento de notre pensée économique. Et encore deux mots. En fait, trois. Un en positif, ayons une vision. Un deuxième, abandonnons les sanctions. Un troisième, célébrons la compassion. Merci.